Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 69e épisode Myriam Fletschner qui va nous parler finance, optimisation fiscale et d'autres sujets. Mais avant tout, bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour Joël, merci. Très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on a eu la première chute de neige en début mars 2023, c'est magnifique. Et je suis ravie de participer à ce podcast. Écoute, je suis aussi ravi de t'avoir comme invité sur ce podcast. On remercie au passage des amis communs comme Benjamin Tevel, que vous pourrez réécouter à l'épisode 43, ou Hugues Kirsterterner, l'épisode 40. Désolé Hugues, j'épelle mal ton prénom. Mais Kirchterner, merci Myriam, ça commence bien. Mais comme tu connais, aujourd'hui, c'est plutôt Myriam qui va nous présenter un peu son parcours et aussi son activité assez récente dans la finance. Donc je pense, chers auditeurs, que ça va être très intéressant pour vous. Donc Myriam, commençons comme toujours par le début. Myriam, raconte-nous un peu ton parcours. Merci. Mon enfance, je l'ai passée en France, dans le sud de la France. J'ai grandi bilingue, ma mère étant allemande. Et en 1999, mes parents se sont séparés et donc ma mère est retournée en Allemagne en amenant ses deux enfants avec elle. Donc j'ai atterri à Hambourg, ne parlant pas très bien allemand, et heureusement il y avait le lycée français de Hambourg où j'ai pu finir ma scolarité, ma sœur et moi. On a d'excellents souvenirs de ce passage au lycée français de Hambourg. C'était une expérience très particulière et ça m'a aussi beaucoup aidé après dans le monde professionnel. Par exemple, quand j'ai commencé ma formation de conseillère bancaire à la Caisse d'épargne de Hambourg, ils m'ont pris sur mon dossier parce qu'ils ont vu que j'avais fait l'ABIBAC. Ils m'ont dit, on n'a pas besoin de vous envoyer au Assessment Center, vous avez réussi à passer l'ABIBAC, on sait ce que ça veut dire, on vous prend. Donc ça, c'était super. Et donc, j'ai commencé ma formation de conseillère bancaire. Je l'ai fini aussi. J'ai eu mon premier fils qui a maintenant 14 ans. Je suis mariée à un Allemand depuis 2016. Donc, c'est parti pour rester très longtemps en Allemagne maintenant. Tu n'es pas la seule. Ouais, voilà. On a eu une fille aussi en décembre 2017. Et donc... après la banque, en fait, comme j'avais un petit enfant déjà, ça commençait à être difficile avec les horaires d'ouverture et aussi au niveau professionnel, j'étais un peu bloquée dans ma carrière parce que la société allemande n'était pas très adaptée aux jeunes mères pour faire carrière. Et ça me gênait aussi d'être coincée dans une banque, de ne pouvoir que vendre les produits de la banque, tout en sachant qu'en fait, dans une autre banque, trois rues plus loin, il y avait des meilleures conditions pour certains produits. Donc, j'ai quitté le domaine financier, en fait, et j'ai passé 10 ans dans le domaine pharmaceutique, en débutant par Johnson & Johnson, puis en effectuant d'autres étapes dans des grosses boîtes internationales. Donc, 10 ans de commercial pharma. J'étais responsable de la vente des produits pharmaceutiques pour l'Europe, dans une autre boîte pour le nord de l'Afrique. Donc, c'était un parcours très, très intéressant également. Ok. Écoute, c'est super intéressant. Je profite un peu aussi de ton clin d'œil lycée français de Hambourg, le lycée Saint-Exupéry, maintenant qui a un peu changé le format, qui est maintenant le DFG, le Deutsche Französisches Gymnasium, au lycée franco-allemand, LFA. Un bonjour aux anciens élèves, au personnel et tous les gens qui autour font pour faire fonctionner cette structure qui est formidable aussi. Je mets mes enfants aussi dans cette école. Donc voilà, on leur fait un petit clin d'œil, un petit coup de pub. Un petit lien aussi vers le podcast. Un de nos invités sur l'épisode 61, le président de l'association Alpha, Henri Zeller, dans l'épisode 61, que tu dois connaître aussi. La communauté française d'Hambourg est peut-être très nombreuse, mais il y a un petit noyau dur. Et on fait un clin d'œil. Donc on vous invite à aller écouter un peu plus sur l'épisode 61, sur le lycée français de Hambourg. Voilà. Donc tu as fait un parcours commercial plus d'une quinzaine d'années, donc dans les banques, puis commercial dans le pharmaceutique. Comment tu en es arrivé à changer ou aller revenir vers la conseillère financière? Quand ça s'est passé cela?
En fait, ça a été un moment clé dans ma vie personnelle autant que professionnelle. Ma petite fille, elle avait 3 ans et demi, donc on était en 2020. Il y avait le confinement et j'étais coincée à la maison avec un adolescent qui avait besoin de suivre des cours, un petit enfant qui pouvait pas aller au jardin d'enfants et un chef qui avait besoin que je travaille, bien entendu. Bah oui. Donc ça a été très très difficile et à ce moment-là, j'ai décidé que je ne voulais plus être salariée. J'ai décidé de me mettre à mon compte pour avoir la liberté de gérer mon temps moi-même, d'avoir peut-être pas plus de temps pour la famille, parce que quand on est à son compte, il faut bosser beaucoup, Oui. mais je peux mieux gérer mon temps. Alors c'est bien que tu fasses ce point-là. C'est bien de le dire, parce que donc ça c'est quelle année depuis 2020, hein, c'est ça 2020. Okay. Voilà, c'était en juin 2020 que j'ai parlé à mon employeur. Je lui ai demandé de me renvoyer en bon terme, oui. de me libérer. Rupture de contrat à l'amiable, j'imagine, ça doit s'appeler en français. Oui, merci. Et on est parti en très bon terme, mais je leur ai dit, écoutez, je ne peux plus et je ne veux plus travailler dans ces conditions. Et comme en plus, auparavant, pas dans la dernière boîte, mais une boîte auparavant, j'étais extrêmement bloquée dans ma carrière parce que pareil, c'était « Ah, mais vous avez des enfants, non, vous voulez travailler à temps plein, non, mais vous êtes folle, non, mais c'est pas possible. » Bon. Non, c'est bien d'aborder ce sujet, c'est très bien, j'apprécie et je pense que c'est intéressant, mais on l'abordera peut-être en plus en détail sur la thématique carrière pour une femme en Allemagne, la flexibilité dans le travail. C'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Mais donc non, ça avait été très dur. J'imagine. À ce moment-là, donc j'étais dans une période de changement et j'ai été contactée par la compagnie avec laquelle je travaille actuellement en freelance, Swiss Life Select, et ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont proposé donc de démarrer avec eux. Donc les premiers pourparlers, ils étaient en juillet, août 2020. Et donc, c'est de l'entrepreneuriat. Je suis à mon compte, mais en franchise avec la Swiss Life Select. Donc, c'est quand même l'entrepreneuriat un peu light, un peu plus simple, parce qu'il y a quand même une grosse boîte qui m'aide pour toutes les démarches juridiques, qui me protège de façon légale en me disant, attention, si tu veux garder ta licence, il faut que tu fasses telle et telle formation supplémentaire, ou etc., etc. Et qui font aussi beaucoup de marketing pour moi. Donc, c'est l'entrepreneuriat, mais un peu plus allégé que si je faisais vraiment tout toute seule. Ouais, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme les franchises, hein. C'est une franchise presque. C'est ce que font aussi d'autres compagnies, hein. Comme Deutsche Vermögen avec Generali ou d'autres, qui en fait portent ou même dans l'immobilier, hein. J'ai oublié leur nom. Je vois toujours le logo de la Maison Blanche sur fond rouge, avec du rouge, ou l'autre société en orange. Voilà, pour pas faire de pub, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, oui, après, oui, voilà, c'est mon podcast, on fait ce qu'on veut, dans une certaine limite. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as un accompagnement, un coaching, et puis tu as toute la partie marketing, donc tu as la puissance d'une grosse société, mais tu t'organises toi-même. Donc c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que à un moment, tu es libre de t'organiser comme tu veux. C'est ce que tu disais au début, l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire moins d'heures. Ça veut dire, quand il y a du travail, c'est travailler peut-être les week-ends, en soirée, donc des rythmes différents. Mais tu es ton propre chef. Donc tu vois la démarrer, donc tu démarres septembre, j'imagine, 2020, en plein Covid, ça ne doit pas être évident. Mais à faire la franchise de Swiss Life Select, c'est ça? Donc des assurances, de l'immobilier et de la finance, c'est ça? Exactement. Okay. Et en fait, justement, démarrer en plein Covid, ça a été génial parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des ennuis financiers. Bon, ça, c'est pas génial, mais donc ils ont eu besoin d'un conseil financier. Les gens, ils avaient beaucoup plus de temps à la maison puisque tout le monde était en home office. Et comme de toute façon, mon travail, il peut être effectué complètement digitalement, aucun problème pour moi pour démarrer en plein Covid. Et au contraire, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai remarqué que les gens, ils ont vraiment besoin de nous. Ils ont besoin des professionnels des finances qui sont, comment on dit, plus ou moins libres de leur choix, indépendants, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ont besoin de conseillers financiers qui sont indépendants, à qui on peut faire confiance, et puis aussi qui ne sont pas limités aux horaires d'ouverture. Moi, je me souviens quand je travaillais à la banque, la banque, elle ouvrait à 9h et elle fermait à 18h. Point barre. Oui, il n'y avait pas de flexibilité. Le service clientèle, je connais bien le sujet. Dernièrement, petite anecdote, où je voulais acheter des billets pour toute la famille pour aller
de l'autre côté de l'océan. Et c'est vrai que tu n'y penses pas, mais ta carte de crédit est limitée à un certain plafond, à certaines cartes. 18h moins le quart, la compagnie comment on appelle, l'agence de voyage qui vous dit ouais, votre carte ne passe pas. T'appelles la banque, le service help, et ils disent non, mais il faut envoyer un message pour relever le plafond. Et c'est vrai que, bon, c'est une petite anecdote, ça fait râler sur le coup. Bon, peut-être on aurait dû penser avant. Mais bon, on peut pas demander à avoir, il n'y a pas tout le temps partout un service 24/7 quoi. Donc ton approche, et je pense que l'idée aussi, c'est que tu as une certaine écoute, pas le besoin de vendre à tout prix entre 9h et 18h ou 9h et 15h des fois. C'est ça. Voilà. Pour te donner un exemple, hier, j'ai débuté ma journée en faisant mon sport. Et, j'ai fait un peu de ménage, je suis partie faire une grande promenade avec mon mari parce qu'il faisait magnifique, on en a profité. Bien sûr. J'ai commencé à bosser vers 15h. Mais après, j'ai enchaîné un rendez-vous après l'autre, je suis rentrée à la maison à 22h. Ah ouais. Pour moi, c'est génial. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, par exemple, on est samedi matin, et en cours de journée, j'ai encore 2 rendez-vous clients. Pour moi, c'est exactement ce qui me permet de concilier la vie de famille, un peu de self-care et de passer du temps pour moi et pour mes clients. Donc voilà, je travaille 55 heures par semaine, mais elles sont réparties de façon à ce que c'est très agréable et que j'ai pas trop l'impression de taffer comme une malade. Alors c'est bien parce que tu fais un lien sur ces rythmes à soi-même. La contrepartie, je vais dire aussi, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que il y a besoin d'une certaine discipline et comment dire. Une organisation, c'est-à-dire que tu as un calendrier tout le temps, tu mets tout dans ton calendrier. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec le calendrier, comme pour aujourd'hui, pour cet enregistrement. On en a discuté il y a quelques semaines avant. On prend un rendez-vous. Tellement cadré que, en fait, tu sors le maximum de ton rendez-vous ou de ton heure de travail. Alors que quelqu'un qui travaille 8 heures au bureau, et ça, on le voit aussi, je pense que le Covid a permis aussi de donner une réflexion dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un employé est 8 heures au bureau qu'il est pendant 8 heures productif. Même au contraire, des fois, il est peut-être moins productif que s'il bossait à son rythme ou le soir. Après, voilà, c'est la question, c'est à chacun aussi de fixer ses limites. Donc, c'est des questionnements que chacun doit considérer. Exactement. Mais en effet, le point sur l'effectivité au travail ou l'efficacité au travail, si tu veux, moi j'ai eu mon premier enfant à 21 ans et donc depuis que j'ai 21 ans, j'ai appris à m'organiser de façon très serrée. J'étais mère célibataire, donc chaque heure devait être vraiment utilisée au maximum pour avoir du temps libre pour mon enfant et pour moi-même. Et j'ai vu ça souvent au bureau avec d'autres collègues. La pause café, elle est un peu plus longue, la pause cigarette, elle est un peu plus longue, etc. Et c'est tout à fait OK parce qu'ils avaient le temps de rester 8, 9, 10 heures au bureau. Moi, je n'avais que 6 heures de temps au bureau. Donc, pendant ces 6 heures-là, je bossais vraiment, je ne vais pas dire bosser dur parce que pour moi, ce n'était pas dur, mais je bossais concentré, efficace pour réussir à faire tout le boulot que je voulais faire et quand même quitter à l'heure pour avoir le temps d'aller une petite demi-heure, 1 heure avec mon enfant au terrain de jeu d'enfant ou l'accompagner au foot, des choses comme ça. Alors c'est bien, c'est le point, c'est la discipline, une systématique, et c'est vrai que je m'en rends compte aussi. Je me suis rendu compte que des fois, quand je travaille de chez moi, je suis peut-être des fois plus effectif parce que je me dis, tiens, voilà, je suis sur le PC où je me mets 1 heure, je dois finir ça. Alors que si tu es au bureau, tu commences ça, puis il y a un collègue qui passe, et puis tu vas prendre un café, puis tiens, il fait un peu beau, je vais prendre un peu de soleil. Et en fait, tu étires une tâche que tu aurais pu effectuer en 20 minutes, tu l'étires sur 1 heure. Donc c'est vrai que comme tu le dis, bon, après c'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est pas mal parce qu'en fait c'est une autodiscipline et se dire voilà, j'en sors le maximum de mon temps effectif de travail, quoi. Et franchement, j'aime bien que tu viennes en parler ici parce que c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber en tant qu'entrepreneur au début si on n'est pas accompagné, hein, parce que, comme tu le disais, toi tu es cadré par un grand groupe derrière qui pense aux détails et qui te soutient, et c'est pas toujours évident, quoi. Après, les jours où tu as découvert un peu tes rythmes de travail aussi, c'est-à-dire que le matin, j'imagine, c'est pour toi, pour ta famille, et les rendez-vous, c'est plus en fin de journée, lorsque le client est plus disponible, quoi. Oui, voilà. C'est la plupart des rendez-vous, pour moi, c'est après 17h, voire après 16h. Après, quand j'ai des jeunes, des étudiants, ils ont le temps souvent aussi le matin entre 2 cours. Ouais. Mais oui. Ok. Donc le matin, je fais mon sport, le ménage, je m'occupe des enfants, de préparer des trucs à la cuisine. J'ai des formations en digital aussi, donc parfois j'ai 1 ou 2 heures de formation où il faut que je retravaille sur un sujet, etc. Puis ensuite je prépare les rendez-vous.
je vais récupérer ma fille, elle est à la crèche, on fait un goûter, et puis après, je pars voir mes clients. Et soit mon mari il est là pour garder la petite, soit c'est le grand frère qui la garde un petit peu. Voilà. Donc, on a trouvé notre rythme, on s'est organisé en fonction de ça. Ok. Donc ça oblige aussi une bonne considération de tous les aspects personnels et non pas travailler en première phase, mais tout le packaging entier, si on peut dire. Tu as commencé donc en fin 2020. Est-ce que tu peux nous donner un peu, je sais pas, est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder, le nombre de clients que tu as accompagnés ou de, comment on appelle ça, si c'est des clients, ou la population que tu accompagnes, pour avoir un ordre d'idée. Oui, avec plaisir. Donc déjà, qui est-ce que j'accompagne? Eh ben vraiment, j'ai des clients qui ont 18 ans, qui viennent de commencer leur formation, et ma cliente la plus âgée, je pense qu'elle a plus de 70 ans, elle doit avoir dans les 75, une gentille dame qui m'avait demandé de préparer des placements pour ses petits-enfants. Et d'ailleurs, petite anecdote, elle est fantastique, cette petite dame. Et ben, chaque année, elle sonne à ma porte sans me prévenir et elle me remet 2 paires de chaussettes tricotées à la main. C'est génial, une belle relation. Okay. C'est magnifique. Parce que la première fois que j'étais chez elle, je me suis gelé les pieds parce qu'en Allemagne, quand on va voir quelqu'un, on enlève les chaussures. Oui. Et je me suis gelé les pieds. Et elle s'en est souvenue et elle a regardé, elle a estimé ma taille et ma pointure. Et puis chaque année, maintenant, elle me tricote des chaussettes. C'est génial. Ah, c'est super, c'est chouette comme anecdote parce que ça ne se limite pas que on va dire, peut-être des fois une image un peu méchante du commerçant en vente d'assurance, où on veut vendre à tout prix, mais qui en fait là tu travailles plus sur une relation de confiance et en plus l'écoute de ce que a besoin le client. Et je pense que c'est ça que cherchent les gens, c'est-à-dire que acheter une assurance chez XY qui me couvre sur tel et tel sujet, là où tu fais la différence, c'est voilà ce relationnel, je pense. Voilà, bah pour moi ça a toujours été important et c'était comme à l'époque où j'étais salariée dans une banque, ben, je n'avais pas la possibilité de construire une relation personnelle avec mes clients et je ne pouvais pas mériter leur confiance puisque j'étais limitée aux produits de la banque. Donc c'est pour ça que j'étais partie à l'époque. Ça c'est pour quels sont mes clients, ben, des familles, des jeunes, des personnes un peu moins jeunes. Combien? Eh ben, franchement, aucune idée parce que je regarde jamais mes chiffres. Ok, voilà. Voilà, pour moi ce sont des gens, ce sont des humains. Alors je sais, en début 2021, j'avais à peu près 115, j'avais 115 clients. En fait, en allemand, on va dire Haushalt, c'est-à-dire que 115 adresses, on va dire, dont je m'occupe. Et puis parfois, il y a juste une personne qui est là, ou parfois c'est toute une famille ou un couple. Donc j'avais 115 ou des comptes. Ou des comptes, ça serait des comptes. Ouais, ça serait des comptes, ouais. C'est vrai que tu vois, t'es pas la seule à avoir la problématique en français. Des fois, on perd nos mots. On a le mot technique. Ok, très bien. Voilà. Donc, pour les chiffres, bon, après, je peux te balancer que j'étais la 5e parmi les conseillers juniors en 2021. Donc, junior, c'est par rapport à l'âge. C'est par rapport à l'expérience. Je suis une mamie dans la boîte avec mes 35 ans. Combien? Mais junior par rapport à moins de 5 ans d'ancienneté. D'accord. Ok. Donc, 2021, j'étais placée 5e. 2022, j'étais bien moins. Mais je pense que c'était 11 ou 12, quelque chose comme ça. Parce qu'en 22, on a eu une grosse problématique familiale, une grosse crise conjugale. Et quand on est auto-entrepreneur, quand on va pas bien, eh ben, c'est très difficile de faire du bon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est tout de suite, on a tout de suite vu ça en 2022 chez moi. Ok, mais ça c'est un peu partout. Je pense que si tu es pas bien ta vie privée, ça a une répercussion sur son comment dire, efficacité ou au travail ou dans tout le reste. De toute façon, tout est lié. En tant que salarié, ton salaire il continue quand même à venir régulièrement, du moins pendant quelques temps. Oui, c'est ça. C'est là où c'est bien de l'indiquer. Thématique, le parachute, voilà. Non, je voulais dire, quand on est entrepreneur, c'est-à-dire que tu es seul responsable de tes revenus, ben, il faut trouver le bon équilibre lorsque ça va bien ou tu es en bonne santé, faire attention à sa santé. C'est-à-dire qu'il y en a qui, quand ils démarrent en entrepreneur dans le coin, ils partent dans tous les sens. Et puis au final, ils dépensent beaucoup d'énergie, mais investis pour peu de résultats, et se rend compte à un moment qu'il faut trouver son rythme et trouver le juste milieu pour avoir un revenu correct d'entrée par rapport à ce qu'on investit en temps, parce que certains se rendent malades. Ce n'est pas que dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le salariat, où certains, quand ils démarrent, ils partent dans tous les sens. Bon, ça m'arrive aussi, je me cache pas. Que ça peut être l'équilibre santé et travail est très important. Oui.
C'est très, très important. Et ça, j'ai appris à maintenant à y prêter attention. D'accord. Et donc, au niveau de mon travail, qu'est-ce que je fais au quotidien? En fait, quand un client me contacte, quand une personne intéressée me contacte, je prends un premier rendez-vous qui ne coûte rien, n'engage à rien, et on fait simplement connaissance. Parce que comme tu le disais aussi justement, il y a eu pas mal d'arnaqueurs et de moutons noirs dans la branche. Je suis content que tu apportes le sujet. Effet, oui, non, mais en effet, il faut d'abord faire preuve qu'on est digne de confiance. Oui. Donc, le premier rendez-vous, c'est une prise de connaissance. Si la chimie passe bien, si on s'entend bien, je vais prendre leurs données, leur état financier. Je fais un petit bilan financier. Et au deuxième rendez-vous, je leur offre les solutions que je pense être adaptées pour eux. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, voilà, j'ai 25 ans, je veux pouvoir être capable d'acheter des maisons, des appartements dans 10 ans, pas forcément pour y vivre soi-même, mais pour se construire un revenu passif, je vais construire une stratégie avec leur budget, avec leur situation et leur but. Et dans un deuxième rendez-vous, leur montrer ma stratégie, leur dire, voilà, si tu veux atteindre ces buts-là, je te conseille de faire ça et ça et ça. Ça inclut aussi les assurances parce qu'en Allemagne, si on est incapable de travailler, c'est un peu différent qu'en France. Oui. Il faut s'assurer soi-même. Oui. Donc, moi, je leur dis, c'est la base. Si ton revenu il n'est pas assuré, ça ne sert à rien de construire des châteaux en Espagne. Oui. Parce que le jour où tu as un burn-out, une dépression, ou alors tu as des problèmes de dos, ou le cancer, ou je ne sais pas, enfin, il y a pas mal de choses qui puissent arriver, tu perds tes revenus. Et dans ce cas, tu peux plus rien faire. Donc, c'est la base. Et une fois que la base, elle est solide, après, on peut commencer à construire un revenu passif, ou on peut commencer à construire un patrimoine, etc., etc. Écoute, c'est très bien. J'apprécie. Je trouve très intéressant on a abordé la partie un peu légèrement des thématiques, changement et compagnie. Mais aussi, l'approche est intéressante, puisque je pense que c'est comme dans toute relation commerciale, le plus important est basé sur la confiance mutuelle. À partir du moment où on n'a pas construit une confiance mutuelle, on ne peut rien construire avec le client, puisqu'au final, le client devient aussi une relation importante de Vertrauen, donc comme j'ai dit, confiance et d'investissement des deux côtés. C'est-à-dire que si à partir d'un moment, bien sûr que le commercial doit vendre, doit faire vivre sa société ou vivre soi-même ses revenus, mais pas à n'importe quel prix. Ok. Myriam, est-ce qu'il y a d'autres thématiques à aborder sur cette approche en tant que conseillère en finance? Oui, un peu rapidement aussi. Donc, Swiss Life Select, c'est la boîte avec laquelle je travaille en franchise. Mais le mot select dans le nom, c'est vraiment parce qu'on est capable de sélectionner parmi un très, très grand choix de prestataires. C'est-à-dire que je ne suis pas liée à une compagnie d'assurance ou à une banque. Ah, ok. Et c'est ça que j'apprécie énormément au quotidien. Alors voilà, sur les chiffres, je suis jamais très bonne. Je pense qu'on a plus que 180 compagnies d'assurance dans notre portefeuille. À peu près toutes les banques qui ont leur siège en Allemagne, donc ça fait plus que 430 banques. Et puis toutes les caisses d'assurance publiques aussi, donc les Krankenkassen, les fonds pour investir et tout ça. Donc j'ai accès à tout ça et je suis libre de choisir en fonction des souhaits de mon client et de ses besoins et de ses attentes, libre de choisir ce qui lui convient le mieux. Ah, et bon, au début, ça m'est arrivé aussi une ou deux fois de ne pas avoir bien compris les attentes et d'avoir recommandé une solution qui, au bout d'un an ou deux, le client il me dit écoute, finalement, ça ne m'a pas trop plu, je préfère changer. Et on peut changer. Donc, on résilie le contrat ou alors on le change, on fait un switch selon les formes qu'on avait choisies. Mais donc, on est capable d'y retravailler. Mais ça, donc, c'est très, très important que j'ai leur confiance parce que ça m'est aussi arrivé une ou deux fois. Non, même 3 fois, malheureusement. Jamais 203. Voilà. Où la confiance s'était pas établie là où je l'aurais souhaité. Et donc, au bout de 2 ans, je reçois une résiliation. Et le client, il me dit juste, écoute, ça m'a pas plu, je suis allée voir ailleurs. Okay. Et ça aussi, c'est un apprentissage que j'ai dû faire parce que ça m'a beaucoup peiné au niveau personnel, émotionnel, parce que moi, je m'étais beaucoup investie émotionnellement. Je suis mes clients de très près. Et je m'étais dit, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il ait le réflexe de me dire, Myriam, je ne suis pas satisfait
aide-moi à trouver autre chose. Ouais. Et donc, c'est cette approche que j'ai maintenant. Depuis, ça m'avait quand même beaucoup peiné. Et aussi, bien sûr, c'est aussi un problème financier aussi. C'est un sujet financier. Si quelqu'un résilie un contrat et il va voir ailleurs, je perds aussi une partie de ma commission. Ouais. Et donc, je me suis dit que maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai appris à poser plus de questions, à mieux écouter les attentes de mes clients. Enfin, j'espère que je l'ai appris, du moins ça m'arrivait plus récemment. Et surtout, donc en fait, au deuxième rendez-vous, je leur amène les offres et je leur laisse toujours le choix de deux. Par exemple, s'il s'agit d'un financement, je leur amène 2 propositions de crédit de 2 banques différentes. S'il s'agit de vouloir une assurance retraite, je leur amène au minimum 2 contrats différents de 2 assurances différentes. Je leur explique pourquoi telle, elle est mieux dans ce sujet, l'autre, elle est mieux dans l'autre sujet. Et je leur laisse une semaine pour y réfléchir. Et donc, je ne prends jamais de signature au premier rendez-vous, sauf l'autorisation de sauvegarder leurs données personnelles, oui. Là, le truc. Mais voilà, je leur amène les propositions, je leur dis pourquoi est-ce que moi je trouve que correspondant à leurs attentes, que j'ai compris tel et tel, ça et ça convient mieux. Et on reprend un 3e rendez-vous, et c'est seulement au 3e rendez-vous qu'ils vont signer les contrats, payer mon commission. Honoraire, non, ça se dit l'honoraire en français. Honoraire, oui, c'est un honoraire. Voilà, payer mon honoraire de frais d'ouverture de dossier. Et voilà. Et donc, du coup, ça prend plus de temps. Et donc, le temps, c'est de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur, bien sûr. Ouais. Mais après, mes clients, je remarque qu'ils sont plus satisfaits. Ils ont encore plus confiance parce que c'est eux qui ont eu le choix. Donc... C'est pas moi qui leur ai dit ça, c'est le meilleur pour toi. C'est moi, je leur ai dit ces 2-là, je pense que c'est les meilleurs. À toi de choisir. Okay. Et du coup, c'est encore un next level, ça se passe bien mieux. Ok, c'est pas mal parce que c'est quand même, ça te permet d'avoir un taux de transformation qui est peut-être meilleur, avec peut-être un investissement de temps plus long, mais en fait, au final, un résultat meilleur dans le sens où tu as moins d'annulation en cours ou faire de la vente à tout prix, c'est-à-dire voilà, c'est ce contrat signé, c'est le meilleur, ça marche 1 fois, 2 fois, mais sur du long terme, peut-être que c'est les clients que tu as acquis en leur donnant du temps, peut-être qu'ils reviendront parce que leur situation va évoluer, ils ont besoin peut-être d'autres aussi. C'est le but, je les suis continuellement jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Très bien. Très bien. Merci Myriam. Autre chose sur les assurances, je pense que tu avais d'autres thématiques, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de nos 30 minutes et je sais que derrière cet enregistrement, tu pars sur un autre rendez-vous. Donc, je voudrais pas trop te bloquer. Autre thématique ? Oui, en effet, grâce à ton podcast, en fait, et grâce au réseau des Français francophones de Hambourg, j'ai été contactée par Benjamin Tevel et Hugues Kirchstetter. Oui. On commence à monter un club d'affaires pour les Français de Hambourg, un club d'entrepreneuriat. Oui. un mot difficile à prononcer parfois. Alors, oui. Et l'idée, c'est donc qu'on monte un réseau où on peut s'entraider à lancer une entreprise, à optimiser son entreprise, une boîte à idées. Et donc, on est en mars 2023, on est dans les préparations finales. On est en train de chercher une date pour lancer le tout. Donc, ça va probablement être mi-avril 23 ou fin avril 2023. Et j'ai très, très hâte. Donc, on est en train de tout monter, de faire le site internet. Les idées fusent d'une part et d'autre. Et donc, je ne peux pas en dire trop non plus parce que les invitations seront triées sur le volet. Oui, alors, si je peux me permettre, voilà, je sais, on en a discuté parce que merci du clin d'œil, Myriam. La discussion, on l'a eu aussi début 2023 puisqu'on commence à faire un appetizer, si on peut appeler ça comme ça. Et oui, avec Benjamin, Hugues, toi-même et d'autres personnes. Monsieur Joe va participer aussi à ce lancement de ce club d'entrepreneurs, puisque en fait on est un peu chacun dans notre domaine, on a nos spécialités pour accompagner les gens qui veulent se lancer. Donc je trouve ça vraiment génial. Je leur fais un petit clin d'œil au passage. Benjamin, on se voit très rapidement. Hugues aussi. Et vous, chers amis auditeurs francophones, que vous soyez à Hambourg ou ailleurs, je pense suivez-nous de près. Je pense qu'on en parlera assez rapidement sur ce podcast, je pense, sur le lancement de ce réseau. Donc vraiment, donc, merci. MF72. Pardon ? Oui, le réseau, le club, donc ça va être MF72. Ok, ça vous avez le nom. Ah oui, et donc
petit quiz, à vous de deviner qu'est-ce que ça veut dire MF72. Je vois les initiales. Le 72, on me dirait l'année, mais ça fait un peu vieux, mais bon. Non, 72, c'est pas l'année. C'est un rapport avec la mathématique des finances. Ok, d'accord, ok. Ah, très bien, ben, on va regarder ça. On vous laisse commenter ça soit sur le blog, soit sur les réseaux, quand l'épisode sera diffusé. Autre chose, Myriam, à rajouter? À part te remercier d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui, de m'avoir invité au podcast, merci. Okay. Bah, écoute, merci à toi aussi. Petit rappel pour nos auditeurs, même si on mettra tout cela sur l'article qui accompagne le podcast. Comment on peut te contacter, Myriam? Eh bien, j'ai un site internet qui s'appelle Flechtner Finanzberatung. Donc, si on regarde... Juste regarder sur Google Flechtner Finance, on va me trouver. Sinon, mon adresse email, c'est miriam-swislife-select.de. On mettra ça, tout ça. Okay. Voilà, et mon numéro de téléphone, je pense que tu vas le mettre dans ton article. Non, on mettra, après on verra ça ensemble, parce que je ne sais pas si c'est toujours bon de communiquer, si tu n'as pas envie de te faire spammer. Au choix. C'est peut-être mieux d'avoir moins d'appels que de devoir bloquer des appels indésirables. On peut te contacter aussi par LinkedIn ou pas? Oui, tout à fait. Je suis sur LinkedIn et sur Xing. Ok, ben alors voilà. Merci pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir même de t'avoir croisé lors de ces événements début d'année. C'est vrai que la galette du club d'affaires franco-allemand, pour faire aussi un peu de pub pour cette association qui, je pense, va assister un peu aussi ce réseau d'entrepreneurs sur sa création. Donc, un sujet à suivre. Et puis voilà, merci Myriam. Je te dis bonne journée à toi. Merci et bonne journée à toi aussi. Ciao. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 69e épisode avec Myriam Flechtner, conseillère en finance, principalement sur la région de Hambourg, vous a plu. Un petit rappel sur les épisodes que nous avons cités à cet épisode. Donc, on a parlé de la CAFA, le club d'affaires franco-allemand. Vous pouvez écouter son président Klaus Michael à l'épisode 35 pour suivre ce que fait cette association sur la région de Hambourg. Mais aussi, on a parlé de Benjamin, qui lui est très actif dans la finance aussi et sur le robot d'investisseur pour investir en bourse, donc l'épisode 43. Enfin, on a parlé aussi de Hugues, qui a aussi est conseil dans les finances, donc à l'épisode 40. Et enfin, on a parlé rapidement du lycée français de Hambourg, de son association, enfin l'association de support au lycée français, donc l'association Alpha avec son président Henri Zeller, à l'épisode 61. Voilà, donc je vous invite à aller fouiller ou regarder sur le blog. Il y a énormément d'invités, toujours des profils très variés et divers sur de l'entrepreneuriat, des présidents d'associations, dans le franco-allemand, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant pour vous inspirer. Je vous invite à aller écouter ça. Pour ceux qui ont suivi l'épisode jusqu'ici, jusqu'à la fin, bravo, premièrement. Et le petit clin d'œil à ce réseau qui va se lancer très rapidement, très prochainement sur Hambourg, MF72. Donc oui, vous l'aurez deviné, j'espère de votre côté, que c'est la règle des 72 dans la finance, les intérêts composés. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, comme Monsieur Joe qui allait se renseigner un petit peu aussi pour en apprendre un peu plus. Donc c'est simple, c'est un facteur qu'on utilise pour par exemple calculer les intérêts composés. Lorsque vous mettez de l'épargne à par exemple 2%, eh bien vous prenez 72 et vous divisez par le nombre d'intérêts divisé par 2. Donc ça veut dire que vous aurez doublé votre mise au bout de 35 ans. Donc vous pouvez faire l'exercice avec les taux qui évoluent maintenant à 4% par an, bon pas encore. Mais ça veut dire qu'en 18 ans, vous aurez engrainé ou doublé la mise de départ. Voilà pour votre culture générale. J'en profite aussi pour envoyer mes remerciements
d'être considéré dans ce réseau qui va être lancé. Donc je suis très honoré. Merci à vous, Benjamin, Hugues, Myriam et d'autres forces vives qui, j'espère, nous rejoindront très rapidement. Enfin, un dernier petit message concernant le podcast. Si vous, comme Myriam ou comme d'autres qui sont déjà passés sur cet épisode, sont intéressés pour venir parler de leurs initiatives, leur activité d'entrepreneuriat, leur changement de parcours, leurs projets variés et dans toutes les thématiques que vous souhaitez, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Monsieur Joe. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'essaye de répondre assez rapidement, d'échanger pour voir avec vous ce qu'on peut enregistrer et échanger. Donc toujours dans de la bonne humeur, la convivialité et surtout le partage pour inspirer toujours de plus en plus d'auditeurs à se lancer ou à trouver l'inspiration tout simplement. Enfin, pour vous, chers auditeurs, ou qui découvrez ou qui me suivez depuis un certain temps, je vous invite aussi à mettre des commentaires, à repartager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en parler à vos amis, votre famille, votre entourage. C'est toujours agréable d'apprendre dans des petites conversations, donc quand on vous rencontre, que vous avez parlé du podcast, qu'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, c'est toujours très agréable. Et la manière la plus facile, c'est soit en s'abonnant, alors c'est possible sur les différentes plateformes, que ce soit dans du podcast, en mettant 5 étoiles par exemple sur Apple Podcast, je crois qu'on peut les noter, même un petit commentaire, ça permet aussi à l'algorithme de faire remonter le podcast, de le mettre en avant. Et aussi, si vous nous suivez pour certains sur YouTube, abonnez-vous, vous pouvez commenter les épisodes, c'est toujours assez agréable d'avoir votre retour et puis peut-être vos commentaires en disant voilà, on aimerait plutôt écouter dans la finance, donc c'est un sujet qui vient plus régulièrement, ou des thématiques, j'en sais rien, sur les startups par exemple, ou l'aide à l'investissement, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout restez curieux.